Alors, donc on a l'habitude de décrire le cerveau avec deux hémisphères. Et donc, vous avez probablement vu ces images où on parle d'hémisphère gauche qui est un cerveau rationnel, logique, analytique, et puis un hémisphère droit qui serait plus émotionnel, créatif, imaginatif et artistique. Voilà. Donc ça, c'est la manière de représenter le cerveau. Donc c'est une image, c'est une métaphore de représenter le cerveau de cette manière. Donc moi, je vais aller dans une description un peu plus profonde par rapport à ça, parce que cette représentation-là, en fait, de décrire un côté qui serait analytique, rationnel, très très sérieux d'un côté, et d'un côté plus créatif, imaginatif de l'autre, eh bien on va affiner tout ça ensemble pour répondre à la question et au sondage. Voilà, donc ça c'était le sondage qui était que je vous demandais de poser la question. Hein. Et donc, cette représentation avec deux hémisphères, donc on a cette image-là, ça c'est une pub Mercedes qui a existé en ce temps, mais c'est une image qu'on retrouve un petit peu, un peu partout, et qui en fait, ça a au fond sa raison d'être, et on verra après que ça a véritablement sa raison d'être. Mais ce n'est pas ce qui se passe d'un point de vue physiologique. D'un point de vue physiologique, au niveau du fonctionnement du cerveau, le cerveau humain, il est composé de plusieurs couches. Donc là, je vais mettre en fait des couleurs pour vous montrer un petit peu les couches qui constituent le cerveau. Le cerveau, donc là, je vais parler de trois couches cérébrales. La première couche du cerveau, c'est le cerveau reptilien. Et donc c'est le cerveau le plus ancien, le plus archaïque. Et ce cerveau-là, il gère nos automatismes physiologiques. Il gère par exemple la respiration, le rythme cardiaque, la température du corps. Et comme il gère aussi tout ce qui est cycle physiologique, par exemple le jour, la nuit, c'est le cycle circadien. Il gère par exemple le cycle menstruel chez la femme, donc tous les cycles hormonaux. Donc ce cerveau-là, il est très très proche du corps, il est très connecté à la survie, d'accord? C'est lui qui gère notre survie immédiate, c'est lui qui va nous faire affronter le prédateur, le faire qu'on va le fuir, on va se cacher, faire le mort. Et ce cerveau-là, en fait, il est vraiment enfin, il est tout le temps actif puisqu'il gère nos cycles physiologiques, donc qui sont, donc j'ai parlé de la respiration, du rythme cardiaque par exemple. Mais imaginez s'il fallait être conscient intellectuellement, conscient de notre respiration pour respirer, ce serait un petit peu compliqué pour nous, d'accord? Donc il y a des choses qui sont très très inconscientes, très très enfouies en nous, et qui se passent d'une manière automatique, et ça permet d'assurer notre survie. Et pour parler des comportements de survie immédiate, vous avez peut-être entendu parler, par exemple, d'histoires comme celle d'une mère qui va soulever une voiture pour sauver un enfant qui est en dessous, et après elle est incapable de reproduire ce geste-là. Et en fait, c'est dans un comportement de survie qu'elle va réaliser cette action-là. Mais autrement, elle est incapable de soulever la voiture si elle le fait d'une manière dans un état, on va dire, normal de vie, quoi. Voilà. Donc ce cerveau reptilien, comme il gère notre survie immédiate, il va faire en sorte tout le temps de gérer nos cycles physiologiques. Il est très proche du corps. C'est celui le plus rapide de tous. Et d'ailleurs, quand on est dans nos sensations internes, pardon, quand on ressent dans notre corps des sensations de stress, d'angoisse, d'anxiété, de peur, de colère, eh bien en fait, la physiologie exprime, le reptilien, ça passe par là. Donc quand vous ressentez des émotions, par exemple négatives, eh bien si vous ressentez dans votre corps ces sensations, plutôt que vouloir les enfouir et ne pas les ressentir, les accueillir, c'est le meilleur moyen finalement de leur permettre d'être libérés rapidement. D'accord?
Donc dans les séances d'accompagnement, moi j'utilise en fait cette manière de faire. Et donc en fait, quand il y a des bugs au niveau de l'inconscient, ce qui peut arriver, parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont en résonance, on peut développer des phobies. Et donc c'est le cerveau reptilien qui est à l'œuvre quand les phobies se manifestent. Et par exemple, on peut avoir la phobie de l'araignée, la phobie de l'avion. Et apparemment, intellectuellement, on ne comprend pas pourquoi ça arrive. Ça n'a rien à voir avec notre vie concrète. Mais en réalité, l'inconscient fait des associations et fonctionne en résonance. Et du coup, on va développer des comportements de phobie en lien avec des choses qui nous posent problème dans notre vie. Les allergies, c'est pareil, par exemple. On peut développer des allergies physiologiquement en réaction par rapport à quelque chose qui est en résonance avec ça. Même si intellectuellement, ça semble, les choses sont séparées. Donc je vais rentrer dans des détails après par rapport à ça. Donc ça, c'est pour le cerveau reptilien, celui qui est le plus proche du corps. Après, voilà. Le cerveau qu'il y a au-dessus, donc qui est la partie rose en fait, le cerveau reptilien correspondait à ce cerveau archaïque. Et le cerveau limbique, c'est une partie du cerveau qui est notre cerveau limbique, c'est notre cerveau émotionnel. C'est là où sont stockés tous nos schémas, nos comportements émotionnels. Au niveau du limbique, notre cerveau émotionnel, c'est dans ce cerveau-là que vont être stockés tous les programmes et tous les automatismes émotionnels, donc qui sont, on va dire, liés à des émotions bénéfiques ou des émotions négatives. Et donc ces schémas inconscients qui sont en nous, ce sont des programmes émotionnels qui vont se manifester, se dérouler, et quelque part au-delà de notre esprit conscient, notre esprit analytique rationnel. C'est-à-dire qu'on a des comportements émotionnels qui sont là. Donc pour répondre à nos comportements et nos automatismes là, eh bien en fait, on a 95% pour répondre au sondage, on a 95% de nos comportements qui sont guidés par l'inconscient. D'accord. Et l'inconscient, donc déjà, on peut dire que l'inconscient, le cerveau reptilien fait partie de l'inconscient et le cerveau limbique aussi, puisque c'est la partie émotionnelle. Et donc notre inconscient, en fait, l'inconscient, c'est quoi? C'est cette partie de nous qui fonctionne d'une manière un peu automatique. Donc je parle beaucoup d'automatisme ici. Son fonctionnement automatique, on est conscient de quoi? On est conscient de ce sur quoi on focalise. Donc je focalise sur quelque chose, et ce quelque chose sur lequel je focalise, c'est ce dont je suis conscient. Et en fait, en réalité, tout le reste, qui se passe un petit peu au-delà de ce sur quoi je focalise, donc d'une manière inconsciente, eh bien c'est le fonctionnement de l'inconscient automatique, et 95% de nos comportements sont dictés par notre inconscient. Et d'ailleurs, les publicitaires l'ont très très bien compris, puisque les publicitaires, en fait, ne vont pas vous donner une analyse intellectuelle, rationnelle, quantifiable, scientifiquement prouvée et mesurable du pourquoi leur produit est meilleur que celui de la concurrence. Par contre, si par exemple ils veulent vous vendre une voiture, ils ne vont pas utiliser cette description-là rationnelle et analytique pour vous montrer à quel point cette voiture est meilleure que la concurrente par rapport à sa consommation, le nombre de chevaux et ainsi de suite. Ils vont plutôt vous suggérer une belle voiture dans un magnifique paysage qui circule, avec des sensations de liberté et des belles sensations émotionnelles, et en même temps peut-être la sensation de sécurité, la caution familiale avec la femme, l'enfant ou l'homme, enfin la famille. Donc vous avez en fait des manifestations émotionnelles qui vont vous faire en sorte que vous allez passer à la pulsion d'achat, donc qui vont vous guider dans vos comportements
pour acheter la belle voiture que vous voyez à la télévision, dans la publicité. D'accord? Donc, voilà pour répondre à la question du sondage. Et donc après, il y a, au-delà du reptilien et du limbique, bien sûr, il y a une troisième couche du cerveau. Et cette troisième couche du cerveau, c'est notre fameux néocortex qui nous distingue en tant qu'être humain des espèces animales. Donc c'est c'est cette couche supplémentaire, ce cerveau rationnel qui nous donne une capacité d'analyse, les concepts, l'abstraction, le fait d'être capable d'anticiper ce que et donc du coup de prévoir, d'organiser, de structurer les choses, de planifier ce que globalement les espèces animales n'arrivent pas à faire. Donc on a une appréhension du temps avec le néocortex que n'ont pas les espèces animales. D'accord? Voilà pour le néocortex. Sachez aussi que le néocortex, donc vous voyez, donc déjà là c'est un cerveau en coupe verticale, comme ça, là si je prends mon image à moi, c'est comme ça. Et donc il y a bien deux hémisphères à chaque fois, hein, donc cette notion d'hémisphère gauche, hémisphère droit, dire que l'hémisphère droit c'est de l'inconscient émotionnel, en fait c'est bien une image, une métaphore, c'est pas la réalité physiologique. D'accord? Ensuite, même dans le néocortex, ça ne veut pas dire que le néocortex c'est le conscient, parce qu'il y a des programmes qui vont s'activer d'une manière automatique et inconsciente, même si, parce que je suis conscient de quoi? De ce sur quoi je focalise. Mais il y a d'autres choses qui peuvent se passer au niveau du néocortex. Le néocortex est compartimenté en lobes, en zones de spécialisation. Et du coup, il y a des parties du néocortex qui vont être spécialisées dans le langage, dans les mathématiques. La partie la plus abstraite du cerveau, c'est le cortex frontal ici, devant, sur le front, là, à ce niveau-là. Et puis, il y a le cortex, pour répondre à la question de Chantal, il y a le cortex visuel qui est à l'arrière, mais qui est au niveau du cortex aussi, qui permet de restructurer les images à l'intérieur dans notre cerveau. Voilà pour la description des trois couches du cerveau. Donc déjà, est-ce que ça vous surprend de prendre conscience à quel point l'inconscient pilote en fait notre vie, c'est-à-dire qu'on est piloté dans notre vie par nos habitudes, par des comportements de routine et automatiques, par des schémas inconscients émotionnels qui fait qu'on va attirer à nous toujours le même type de personne, le même type de partenaire peut-être, le même type de patron, le même type de relation, les mêmes situations conflictuelles dans tel ou tel domaine, ou au contraire les super situations agréables que l'on est capable de vivre et qu'on est capable de reproduire ces schémas émotionnels. Donc, est-ce que pour vous déjà, c'est une découverte? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que prendre conscience de ça, Céline, oui, je ne pensais pas que ce soit autant. Oui, effectivement, c'est autant que ça. On a très peu d'influence consciente sur nos problèmes, sur nos souffrances émotionnelles, sur nos comportements automatiques et nos habitudes. Alors, là, vous avez maintenant un slide qui vous explique comment on met en place de nouveaux réseaux neuronaux. Donc, en fait, comment on crée de nouveaux programmes en nous. Et quand on a des programmes en nous, au niveau de notre cerveau, eh bien, ces programmes vont s'activer au bon moment. Donc, on va pouvoir répéter ces programmes. Et donc, nos comportements, nos habitudes sont des programmes qui sont là et qu'on va pouvoir ancrer, qu'on va pouvoir répéter, et répéter, et répéter. Donc là, je vous donne une première réponse à la question. Enfin, c'est-à-dire indirectement, donc en vous donnant un petit peu comment on met en place de nouveaux réseaux neuronaux. La première méthode, c'est la répétition. C'est-à-dire, pour apprendre une récitation, par exemple, je vais la répéter 50 fois. Je vais répéter 50 fois la même récitation et en la rabâchant en permanence, je vais finir par retenir chaque détail de la structure des mots, du langage, enfin de chaque mot, de chaque phrase et de toute l'articulation de la récitation, je vais la retenir par cœur. Et peut-être que je vais l'oublier 2 mois après, ou peut-être que 20 ans après, je m'en souviendrai encore. Voilà.
Ça, c'est une première méthode. Donc effectivement, rabâcher, ça fonctionne. Mais est-ce que c'est si efficace? Il y a une autre méthode qui est très efficace, enfin, de mon point de vue, hein, c'est d'être dans la motivation profonde ou en vivant des émotions. C'est-à-dire qu'en réalité, imaginez, je prends un texte. Alors, c'est pas la même récitation, mais c'est un texte. Et je suis passionné par ce texte. Je suis enthousiaste. Je lis voilà, je suis dans cet engouement de la lecture du texte. Je suis dans l'envie de lire, d'aller au bout. Et je vis avec passion ce texte-là en le lisant, en le découvrant. Et bien, en une lecture, le sens profond du texte, globalement, dans dans le sens de tout ce qu'il y a dedans, ou même les informations essentielles qu'il y a dedans, j'ai tout intégré en une lecture. Parce que j'étais dans la motivation et j'ai vécu des émotions. Donc ça veut dire que d'un côté, je vais rabâcher 50 fois et de l'autre, en une lecture, je peux très très bien avoir intégré l'information, les informations que j'avais besoin. Alors pourquoi je fais la différence entre les deux? Parce qu'en fait, quand on est dans les émotions, quand on est engagé émotionnellement, eh bien l'apprentissage est beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, ça permet, si je suis dans le jeu, donc je réponds à une partie du sondage, si je suis dans le jeu et je sais qu'en jouant, j'intègre de nouvelles choses en moi, c'est vrai, 100% vrai, les apprentissages, les meilleurs apprentissages sont ceux où on est dans l'envie, dans la joie, dans l'envie d'apprendre. Les animaux, ils apprennent, les bébés animaux apprennent en jouant. Vous regardez les petits mammifères, c'est comme ça que ça se passe. Et donc en jouant, on vit émotionnellement et intensément le processus d'apprentissage et ça va l'ancrer d'une manière plus inconsciente et plus émotionnelle. C'est valable aussi pour les émotions négatives, c'est-à-dire que le petit garçon, la petite fille qui se brûle à la casserole, il le fait une fois et après il s'en souvient. Donc l'apprentissage a été accompli à ce moment-là. D'accord? Donc si je répète 50 fois une récitation, mais qu'en fait ça m'intéresse pas, que je m'en fous, que c'est lourd, voilà, ça fait ça, et ben en fait, en réalité, j'utilise l'énergie du mental parce que je suis dans le langage, la structure, le rationnel, donc cette partie très analytique, donc hémisphère gauche dans la représentation du départ hein, que je vous ai proposé. Mais simplement, je suis je ne mets pas d'engagement émotionnel et donc en fait, c'est moins efficace pour ancrer une habitude. Donc en fait, il y a une bonne réponse, c'est de jouer, c'est d'apprendre en jouant, en étant dans l'envie, le plaisir. Ça, c'est une première réponse. Donc après, répéter chaque jour pendant 21 jours la même chose, en répétant, ça marche aussi, mais c'est mieux avec des émotions. 21 jours pour ancrer une habitude, le 21, donc ça c'est ce qu'on voit beaucoup en développement personnel. A priori scientifiquement, c'est plutôt 66 répétitions plutôt que 21 qui permettent d'ancrer une habitude. Mais ça, a priori, c'est ce que la science dirait, donc ça se discute, faudrait effectivement affiner cette chose-là par rapport à ce qui a été proposé. Et quand j'utilise la force du mental, si je me fais violence, si je m'oublie, si je me contrains, je suis en train d'ancrer émotionnellement l'émotion négative qui est en lien avec ce programme. Donc, par rapport à ça, ça va être problématique dans le sens où peut-être que je vais avoir ancré quelque chose, mais quelque part, je le vis dans quelque chose de forcé, de contraint, de frustrant peut-être, donc dans des émotions négatives. Et d'autre part, pour la première question, pour ceux qui avaient répondu, les 17% qui ont répondu par la force du mental, donc effectivement, avec le mental en conscience, vous pouvez mettre en place de nouvelles choses, mais attention, il faut toujours respecter quelque chose, et là, en l'occurrence, c'est dans l'exemple, c'est pas respecté. C'est-à-dire que si vous voulez faire du sport, vous pouvez choisir 20 minutes de votre temps dans la journée pour dire je fais du sport à ce moment-là. Et ça va marcher. Et si vous mettez en place cette habitude, ça va fonctionner. Parce que si vous, en plus, vous prenez du plaisir avec les hormones liées au sport qui se manifestent en vous, ben, vous allez vivre pleinement l'expérience.
Mais par contre, il faut toujours savoir qu'on doit respecter au niveau de, si vous connaissez la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, il faut toujours que le besoin que vous souhaitez mettre en, enfin, que vous sollicitez, par exemple faire du sport, c'est quelque chose qui est lié à l'épanouissement de soi, par exemple, qui est plutôt dans un niveau élevé de la pyramide de Maslow. Et là, il est en enfin, il va, on mettre en place ce besoin-là en supprimant du sommeil. C'est ce qui est donné dans l'exemple. Si je me lève plus tôt le matin, c'est que je supprime du sommeil, donc c'est un besoin fondamental. C'est un besoin, comment dire, c'est au niveau au niveau des besoins fondamentaux, donc des besoins de sécurité en fait. L'alimentation, le sommeil, donc en bas de la pyramide de Maslow. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas demander à l'inconscient d'amputer une partie qui est liée à la physiologie, qui est liée à la sécurité de l'être, pour mettre en place quelque chose qui est lié à l'épanouissement de soi. D'accord? Donc, dans l'exemple, on ne peut pas faire ça. Voilà. On peut consciemment choisir et décider en conscience, donc avec l'esprit conscient, de travailler main dans la main avec l'inconscient, le subconscient, et pour agir d'une façon différente. C'est-à-dire lui demander son aide pour agir différemment. Tout à fait, c'est possible. Mais attention, si l'inconscient agit de la sorte aujourd'hui, il y a peut-être des choses qui font qu'il a de bonnes raisons d'agir ainsi. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ces bonnes raisons d'agir ainsi. Ça, on parle là de... Alors j'avance un peu dans la conférence, assez loin, c'est pas grave. De l'avantage secondaire. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais un burn-out et je vis un grand stress au travail, et en vivant cette expérience de burn-out, d'hyper-stress, d'angoisse très très forte au travail, je pars en dépression derrière. Et puis, je vais rester en dépression 2 mois, 6 mois, 2 ans peut-être. Et je ne vais pas arriver à reprendre mon travail. Si je demande à mon inconscient de sortir de la dépression, ou même je demande à quelqu'un qui est un praticien en hypnose de travailler et d'agir sur la dépression. Mais en fait, il y a 2 solutions. L'inconscient, soit il accepte, alors il faut vraiment bien convaincre, mais il va trouver un autre moyen pour ne surtout plus jamais revivre cette expérience de stress intense et de burn-out. Donc peut-être se faire mal à la cheville, au dos ou ailleurs. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il assure notre survie, donc c'est notre meilleur allié, l'inconscient, je l'ai un peu dit tout à l'heure, donc c'est très important de prendre conscience de ça. Donc il trouvera un moyen pour ne surtout plus nous faire revivre cette situation de burn-out, par exemple. D'accord? Donc c'est très important d'avoir cette notion-là. Donc c'est important d'agir en fait au niveau, quand on travaille en hypnose ou en travaillant émotionnellement avec du détachement de traumatisme par exemple, d'agir sur en fait l'origine, sur le point de départ, sur la raison profonde qui fait qu'on ne veut surtout pas sortir de cette situation. Enfin inconsciemment j'entends, hein, attention. Je me situe dans la logique de l'inconscient qui trouve les solutions inconscientes pour ne pas revivre des situations extrêmes. Voilà. Et pour répondre à Jérôme, qui parle de chanter et de réciter comme au théâtre, oui, effectivement, parce que là, on travaille d'une manière associative. On fait des associations, c'est-à-dire qu'on va jouer sur le rythme, jouer sur les sonorités. Donc, on va solliciter, c'est l'exemple de l'indexation au niveau des créations de réseaux neuronaux. On enrichit notre réseau neuronal lié à la récitation avec d'autres aspects qui nous permettent de encore mieux retenir les choses. Donc on complexifie le réseau neuronal pour le rendre plus puissant et plus solide. Voilà. Il y a par exemple les gens qui sont hypermnésiques, qui sont capables de retenir un annuaire, ou si vous voulez apprendre des numéros de téléphone par cœur, ou vos différents codes ou mots de passe par cœur, vous pouvez tout à fait ce qui s'appelle faire une table de correspondance, ou par exemple pour les chiffres de 0 à 9, vous mettez en face en fait des images, des couleurs, des odeurs, des sons,
Et puis vous mettez votre numéro de téléphone dans un paysage, et comme ça, avec des couleurs, des sons, des choses qui se passent, un paysage 3D animé, hein. Et en fait, vous savez exactement et instantanément, grâce à cette manière de faire, quel est le numéro de téléphone que vous devez impérativement retenir, même si c'est le 3 millième, puisque tous les paysages sont différents dans votre cerveau. J'ai pris un exemple comme ça, simple, mais c'est pour vous donner l'idée un petit peu de comment on peut faire. Il y a Adeline qui a marqué plusieurs choses par Oui, rapport à son burn-out. oui, Donc, d'accord, vas-y. donc elle dit C'était- que j'ai beaucoup pleuré et je m'écoutais et trouvé ma paix intérieure que je viens de trouver et j'écoute beaucoup de taux, euh, oui, je pense des taux Des fréquences. musiques avec des fréquences. Ouais, Oui, voilà, des d'accord. fréquences, je pense. Et par contre, ma mémoire immédiate est partie. Ok, mais c'est qu'il y a, c'est que là, c'est un peu en surcharge, quoi, on va dire entre guillemets, hein, Mm. donc, ouais. Et parce que en fait, c'était un burn-out peut-être au travail. Alors, elle va peut-être nous confirmer, oui. Il faut savoir qu'effectivement, alors je vais vous expliquer au niveau de la survie comment ça se passe. Du coup, on a parlé du reptilien, du limbique. Euh, Comment expliquer? Euh, Vous prenez l'animal dans la savane, la gazelle par exemple, elle est pourchassée par un lion. Donc là, il y a une phase de stress, une montée d'adrénaline, un stress intense, et elle met le maximum de stress à sa disposition pour sa survie, pour s'échapper. Et puis au bout d'un moment, qu'elle ait réussi à se sauver ou pas, il y a un collapse, c'est-à-dire qu'elle s'effondre, une sorte de coma un petit peu. Et puis après, l'animal, quand il va revenir, il va voilà, trembler de tous ses membres, se secouer, et puis c'est la phase de libération du stress. Et cette phase de libération du stress, elle permet à l'animal de reprendre finalement, d'avoir libéré toute cette charge émotionnelle et de ensuite reprendre le cours de son existence, de rejoindre le troupeau d'une manière très simple, spontanément, comme si de rien n'était. Sauf que nous, êtres humains, avec notre gros cerveau néocortex, eh bien, on a tendance, d'une part, à ne pas libérer le stress et les émotions négatives, parce que les émotions, il faut les contrôler, les maîtriser. On garde bien avec notre couche d'abstraction du néocortex à distance nos émotions, donc les enfouir, on les met sous cloche, par exemple. Et, euh, et donc ensuite, ce qui se passe par rapport au burn-out, pour rejoindre là du coup, c'est qu'en fait, on est dans des phases d'hyper sollicitation, c'est-à-dire je réponds au téléphone, en même temps il y a le mail, puis là il y a le texto, et puis là il y a le patron qui me demande ci, puis j'ai tant de boulot à faire, et puis j'ai ça, et en fait, on est dans une énergie de stress, donc de survie, hyper sollicitation extérieure, c'est comme si en permanence il y avait le prédateur qui était là, prêt à m'agresser en fait autour. Donc je suis constamment tourné le regard vers l'extérieur. Je suis en hyper vigilance et en étant en hyper vigilance, au bout d'un moment, eh ben c'est valable pour une phase de stress où il faut assurer sa survie là dans les 20 minutes. Mais si c'est trop longtemps, c'est pas possible. Donc le burn-out, c'est la solution finalement, enfin, la dépression qui suit un burn-out, ou le burn-out, c'est la solution qui va faire que, enfin, c'est pas une solution, c'est l'état de stress qui est tellement intense qu'à un moment, il faut arrêter, quoi. C'est plus possible. Parce on a dépassé, en fait, la zone rouge de ce que on pouvait supporter, quoi. Voilà. Mais ça, comme on est dans une énergie du mental et qu'on s'est déconnecté de plus en plus, soit de nos émotions, soit de l'écoute de notre corps ou de nos besoins, ben, voilà, ça donne ce genre de problématique. Et donc la mémoire immédiate, c'est effectivement quand on est en hyper sollicitation, on doit constamment être dans l'instantanéité, dans l'instant présent, et c'est comme si l'inconscient disait stop, l'instant présent, enfin la mémoire de ce qui s'est passé juste avant, non. Et donc d'ailleurs, peut-être que Adeline, en parlant de méditation, je crois que c'est toi qui as parlé de méditation,
Il y a Oui, vraiment ouais. cette idée de recentrage à soi, de reconnexion intérieure, en faisant le vide sans avoir besoin d'aller chercher de souvenirs quoi que ce soit. Voilà. Peut-être tu peux, par rapport à ce que j'ai évoqué, est-ce que si ça te parle, tu peux dire ce que, voilà, comment tu reçois en fait ce que je propose. Par contre, il y a Voilà. Jérôme qui met ah bah Adeline répond oui, énormément de Oui, méditation. mais c'est bien. Euh, Oui. par, par contre, on a Jérôme qui met les cycles de multiples de 7 pour toute transformation en Inde. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, oui, ben alors nous, Oui, voilà. moi, effectivement, mais on va avancer sur la présentation parce qu'on va en parler. C'est-à-dire que au niveau, les cycles de 7 sont très importants. Alors il y a plusieurs manières de dire les choses. Donc on peut dire que par exemple l'enfant entre 0 et 7 ans, il est beaucoup dans le giron maternel, il est connecté à l'inconscient, il est dans cette énergie du cerveau inconscient émotionnel. Et je vais même donner là je sais si ça, des notions liées aux ondes cérébrales. C'est-à-dire que euh, au départ, il y a les ondes delta qui sont les ondes du sommeil, qui sont les ondes de plus basse fréquence au niveau cérébral. Et après apparaissent les ondes θ, qui sont les ondes de l'hypnose ou de la méditation profonde. Et l'enfant, jusqu'à 6 ans, il a les ondes delta du sommeil et les ondes θ qui se mettent en place. Donc la construction cérébrale et au niveau des ondes cérébrales, on est en ondes θ jusqu'à 6 ans ou bêta, ou delta, c'est-à-dire sommeil ou θ. Et ces ondes θ, c'est celles de l'inconscient. L'enfant, il est comme une éponge, il capte tout ce qu'on lui dit émotionnellement, toutes les croyances. Si on lui dit, on dit à la petite fille, au petit garçon, t'es nulle ma fille, t'es bonne à rien, qu'est-ce que je vais faire de toi? Eh bien simplement, je vais ancrer cette croyance intérieurement, je vais croire au Père Noël, d'accord? Et donc, et après, il y a les ondes alpha qui apparaissent, qui sont les ondes de l'imaginaire, de la créativité. C'est-à-dire que entre mon monde intérieur et le monde extérieur, l'enfant, donc c'est de 5 à 8 ans que ça se construit, cette partie-là, au niveau des ondes cérébrales alpha. Et donc l'enfant, il s'imagine un monde en permanence. Il joue à la poupée, au soldat, on se construit des histoires. Et entre le monde intérieur, inconscient, et le monde extérieur, la réalité extérieure, eh bien, ça se mélange. Et donc, en fait, on est dans cette énergie de l'hémisphère droit, puisque c'est l'image que vous avez présentée au début, jusqu'à 7 ans, on va dire de 0 à 7 ans pour rester dans le global, hein, pour rester simplement dans le global. Je dirais jusqu'à 8 ans pour la partie imaginaire. Et donc, en fait, à partir de 7 ans apparaissent les ondes bêta, qui sont les ondes de l'esprit conscient, de l'esprit analytique, l'esprit rationnel. Et c'est à partir de là que l'âge de raison apparaît, puisqu'on parle de cycle de 7 ans. Et à partir de là, je vais commencer à dire non, mais c'est pas possible. Si je calcule, le Père Noël, il peut pas visiter toutes les maisons ou il peut pas passer par la cheminée, parce que en analysant et avec l'esprit critique qui se développe à 7 ans, les ondes bêta, les ondes de l'analyse, c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'enfant va à l'école et va développer toutes ses capacités d'abstraction, de conceptualisation, d'analyse, d'accord? Et ces ondes bêta se mettent en place, la construction cérébrale, de 7 à 14 ans. Donc on va dire que dans un deuxième cycle de 7 ans, on développe l'hémisphère gauche au niveau cérébral. Et après 14-21, bah, c'est la crise d'ado. L'ado fait l'expérience de qui il est, la construction du moi. Je développe ma valeur, mon estime de moi. Pourquoi? Parce que je fais mes premières expériences en faisant mes premiers choix tout seul, indépendamment de papa et de maman, de l'école, de ce qu'on a décidé pour moi. Et donc après, effectivement, ces trois cycles, 0, 7, 7, 14, 14, 21, on peut les revisiter au fur et à mesure. C'est-à-dire que souvent, à 21 ans, on a fait un cycle, et puis on refait un cycle de 21 ans, et à 42 ans, par exemple, on fait la crise de la quarantaine, parce qu'on a revécu cette première empreinte qui s'est installée en nous, de 0 à 21 ans. On la relit une fois, et puis là, on se dit non, mais c'est pas possible, la vie que j'ai menée, ça me va plus. C'est pas ça que je veux vivre. Et là, évidemment, on remet en cause plein de choses, et c'est la crise de la quarantaine. Donc effectivement, ces cycles de 7 ans ont du sens. En tout cas, pour moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. Même si, d'un point de vue physiologique, je vous ai donné
des notions qui sont plus scientifiques liées aux ondes cérébrales. Voilà. Donc les ondes cérébrales, on les a toutes, hein, d'accord? Quand on est en méditation profonde ou en hypnose, on est en alpha ou en θ, d'accord? On est à l'intérieur de nous dans cette expérience-là. Les ondes bêta, c'est les ondes de l'esprit conscient. Et le bêta élevé, c'est-à-dire de très haute fréquence, enfin de très haute fréquence, de haute fréquence, le bêta de haute fréquence, c'est le bêta, c'est les ondes cérébrales du stress qui amènent en hyper sollicitation, en hyper présence, trop d'ondes bêta élevées, vont générer le burn-out ensuite. Voilà. Voilà pour, je pense que je suis allé beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu sur cette diapositive. Donc en fait, vous voyez bien qu'entre l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, les trois couches du cerveau, c'est pas aussi simple que l'image, la métaphore qu'on nous représente, d'accord? Voilà. Et donc dans cette représentation, si on voulait faire la synthèse, donc il y a un chercheur qui s'appelle Nederman qui a fait une synthèse de ça, et c'est utilisé d'ailleurs pour on va dire des tests de personnalité pour des profils psychologiques. Et on parle d'ailleurs de limbique gauche, limbique droit, donc cortical gauche, cortical droit. Donc c'est ça, on parle de dominance cérébrale, et on retrouve dans ces travaux de recherche justement des polarités ou des particularités de l'hémisphère gauche ou de l'hémisphère droit. Donc avec l'hémisphère droit, on est créatif, imaginatif, artistique, on est dans le global, c'est-à-dire que l'inconscient, donc cette partie hémisphère droit, est véritablement dans le global. C'est-à-dire que le cerveau gauche, il est spécifique, il focalise sur les détails. Je suis conscient de quoi? De ce sur quoi je focalise, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc si je focalise, par exemple, là vous m'écoutez, vous êtes attentif à l'image, mais en même temps, d'une manière globale et inconsciente, vous avez capté les bruits autour de vous, les bruits extérieurs, peut-être le confort du fauteuil, de la chaise ou du canapé ou du lit où vous êtes installé confortablement. Il y a peut-être les odeurs de la pièce. Si vous avez mangé tout à l'heure, il y a des odeurs de cuisine, par exemple. Si vous êtes en train de goûter une tisane ou quelque chose, vous avez encore le goût dans la bouche. Donc tout ça, vous l'avez capté, et là je vous fais focaliser sur chaque détail, mais en fait vous avez capté inconsciemment tout cela. Donc l'inconscient, il capte bien davantage que ce que vous choisissez de voir. Donc dans votre vie, vous focalisez, vous avez la tête dans le guidon, vous focalisez sur certaines choses, mais à un autre niveau, l'inconscient a capté bien davantage. Il y a Adeline qui dit, je trouve que depuis mon burn-out, mon cerveau Oui. droit travaille plus et le cerveau gauche est en mode off. Votre point de vue? Oui, alors c'est une perception. Après c'est-à-dire que effectivement qu'on a été trop dans cette hyper sollicitation du travail du cerveau rationnel, tout dépend de l'activité aussi. Mais si elle est dans quelque chose qui est très analytique, très rationnel, très dans cette logique de l'hémisphère gauche, hein, vous pouvez lire vous-même hein, tout ce qui est écrit là-dessus. À un moment, si on est en réaction, il y a le retour de balancier, on va être plus dans je dois me retrouver, donc être plus dans la créativité, peut-être faire du dessin, de la peinture, de la musique ou quoi que ce soit qui permette de me nourrir autrement. Parce qu'au niveau de l'hémisphère droit, si vous voulez le cerveau gauche, quand je parlais d'hypersollicitation avec l'extérieur, c'est cette partie qui nous permet de focaliser, mais sur l'extérieur. Alors qu'avec l'hémisphère droit, on va à l'intérieur de nous. Et donc, on se ressent sur soi. Et on s'écoute. Et on se connecte à nos besoins. D'accord? Et après, vous expliquer pourquoi l'un va vers l'extérieur et l'autre va vers l'intérieur. C'est ça. Et en fait, c'est salutaire pour toi, Adeline, d'agir de cette manière. Parce que peut-être qu'en étant dans la fuite permanente vers l'extérieur, eh bien en réalité, on se fuyait soi-même. Alors que là, ça t'oblige quelque part à revenir à toi, te reconnecter à toi, à t'écouter toi et à connecter à tes besoins essentiels. Voilà. Donc absolument, c'est ça. Merci Adeline. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, parce que en fait, on est en Occident en particulier, on est dans une hypertrophie de l'hémisphère gauche, quoi, on peut dire les choses simplement. On est dans cette logique de
de mettre en avant le rationnel, l'analyse, il faut anticiper, il faut mesurer, comparer les choses, être dans... Et surtout, les émotions, l'émotionnel, il faut maîtriser ses émotions, il faut être dans le contrôle de ça. Ok, mais en même temps, c'est nous. Donc, et cette partie de nous, à un moment, elle nous rattrape, puisque c'est 95% de nos comportements, comme on l'a vu tout à l'heure, donc nos émotions, elles nous guident véritablement. Et quand on va vers l'intérieur, c'est ce qui nous connecte aussi à nous, par rapport à nos émotions, à nos besoins, d'accord. Donc là, il y a imaginatif, artistique, global, bon, voilà, le côté intuitif. C'est si je m'écoute, qu'est-ce que me dit mon cœur et qu'est-ce que me disent mes émotions. Et c'est aussi la spiritualité, c'est par là que je vais accéder à ma partie spirituelle. Voilà. D'accord. Donc en fait, connecter à ce qui est vrai pour moi profondément, c'est bien par l'hémisphère droit, par l'hémisphère droit, par cette partie-là de notre cerveau qu'on va y accéder. Donc c'est très important, de mon point de vue en tout cas, d'être dans cet équilibre. Et sauf qu'on a oublié, en Occident en particulier, d'être dans cet équilibre-là. Et notre pouvoir est à l'intérieur de nous, il n'est pas à l'extérieur. On n'a aucun pouvoir sur la réalité extérieure. On ne peut pas changer quelque chose qui est déjà là, à l'extérieur de nous. Par contre, on a le pouvoir d'agir sur nos émotions, sur comment on vit la réalité extérieure à l'intérieur de nous, émotionnellement. Et donc, on a de l'influence là-dessus, c'est possible.